Toulouse, indécent, et encore c'est peu dire. 19 essais en 2 matchs, 19 essais. Ils ont planté 10 essais avec Setter ce week-end. Ils jouent à quel jeu exactement? Parce que là, franchement, on dirait qu'ils ont craqué le code. On va débriefer cette machine de guerre parce que le résultat, 64-21 avec Setter. Dupont, Barasi, Lebel, mais c'est presque injuste pour les autres. On l'a vu du Grand Toulouse, mais si vous aimez les matchs tendus et les victoires arrachées, attendez de voir ce que Castres a fait au Munster. Castres s'est offert un exploit face au Munster. Toulon s'est fait peur contre Glasgow, mais ils s'en sortent. Un match tendu, des frayeurs, mais au final, une victoire importante pour rester dans la course. L'UBB, c'est LA grosse opération. Menée à la pause, avec 3 cartons jaunes, et pourtant, ils te plantent 4 essais en 20 minutes et mettent un 26-0 à l'extérieur en deuxième mi-temps, avec un Damien Penaud XXL. Le Stade français, un naufrage total. Honnêtement, ils ont pris plus de cartons rouges que de points en 2 journées. Faut se poser des questions. D'ailleurs, ils ont rendu leur licence à 15, ils se sont inscrits à 13. On revient sur ce fiasco. Le Racing, de leur côté, ils ont coulé à Sale. Après une victoire prometteuse contre les Harlequins, ils passent complètement à côté. Mauvaise décision. Indiscipline, en gros une prestation bien inquiétante. Clermont, ils font un voyage à vide au Leinster, les pauvres, on en parle parce que ça vaut le détour. La Rochelle, une formalité face à Bristol. Il s'est passé plein de choses sur la deuxième journée de Champions Cup, mais ce qu'on retient, c'est quand même une tendance plutôt positive des clubs français. Et si on rêvait un peu, parce qu'avec ces performances, on pourrait presque se dire que le rugby hexagonal roule sur le reste de l'Europe. Et forcément, ça nous ferait pas un peu rêver un grand chelem en 2025? En parlant de ça, j'ai sorti la seconde vidéo sur le mandat Galtier, elle dure 1h15 et c'est une plongée totalement immersive au cœur du grand chelem de l'année 2022 avec les discours en inside à la mi-temps, etc. où je retrace tout. Je te mets le lien en description, n'hésite pas à aller la voir plutôt que de te mater une série Netflix le soir, tu te plonges devant. Franchement, c'est 1h15 et merci beaucoup pour vos commentaires, ça fait plaisir parce que j'ai mis beaucoup de cœur pour essayer de tout retracer, retrouver, tu vois, ces moments si particuliers qu'on aime bien voir où tu as l'impression d'appartenir au groupe et les commentaires, ils font chaud au cœur. Ce week-end, c'était la seconde journée de Champions Cup et les clubs français ont encore cartonné. On va débriefer tout cela et terminer par la question qu'on se pose tous. Les performances des clubs français en Champions Cup, est-ce que c'est un indicateur fiable pour le tournoi Destination 2025? On arrive bientôt sur les fêtes de Noël, cette vidéo, c'est pas une collaboration, mais pensez quand même à mon partenaire Shilton qui fait des fringues vraiment sympas, un petit pull pour Noël, vous savez pas trop quoi faire, vous pouvez encore être livré là. Vous profitez de mon code promo dans le lien ci-dessous. Et puis au fait là, vous êtes toujours pas abonné, vous regardez la vidéo depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Pour cette seconde journée du Champions Cup, je donne un 3 sur 5. Pas de grosse surprise au programme, mais par contre, il y a eu des confirmations qui sont intéressantes et quelques matchs qui nous ont fait vibrer quand même. C'est pas encore la journée où tout bascule, tu sais, quand il va y avoir ce truc où tu suis les résultats des autres équipes pour savoir si tu vas te qualifier ou si tu passes à la trappe, mais les clubs français sont bien dans le coup. Toulon a tenu son rang, l'UBB a frappé un grand coup, Toulouse a fait du Toulouse, et La Rochelle continue son parcours sans faute. Globalement, cette journée pour moi, elle reflète le potentiel des clubs français avec quand même des déceptions où tu as des clubs qui passent à côté, comme le Stade français alors qu'ils n'avaient pas le droit, ils avaient tout pour réussir. Mais la journée, perso, moi, elle m'a satisfait. On fait un point rapide sur le classement des différentes poules. Ça va permettre de situer un petit peu où est-ce que tout le monde en est. Dans la poule 1, l'UBB fait la course en tête avec Toulouse. Les deux équipes, elles sont à 10 points. Leur qualification, elle fait aucun doute. Et c'est surtout l'UBB, pour moi, qui confirme le fait que ils ont des ambitions cette année en Champions Cup. Ils sont pas là juste pour figurer. Dans la poule 2, après leur victoire 35-7 contre Bristol, La Rochelle est en tête. Ils sont ex-aequo avec leur ennemi juré, le Leinster, qui a disposé de l'ASM. D'ailleurs, le rendez-vous est pris pour la première place de la poule le 12 janvier à 16h15 à Marcel-de-Flandre. L'ASM est 3e avec 5 points et ça fait mal. On va revenir sur leurs prestations au Leinster parce qu'ils n'ont pas été récompensés. Dans la poule 3, pour le Stade français, ça va être compliqué. Ils ont pris plus de cartons que de points sur la compétition. C'est compliqué, mais pas impossible. S'ils gagnent leurs 2 prochains matchs, ils passent. Castres s'est relancé par contre avec sa victoire contre le Munster vendredi soir. On va voir ça. Dans la poule 4, Toulon a pris les commandes. Pour moi, c'est sûrement celle qui est la plus serrée, la poule 4. Parce que Toulon n'a pas pris de bonus, alors que les perdants Glasgow ont pris un double bonus sur la dernière action. Alors pour moi, tout est possible dans cette poule. Et le Racing est 5e, mais ça sent un peu le sapin sur leur déplacement à la fin, sur les 2 dernières journées. Ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, le Racing. Je suis désolé. Les MVP de la journée. Côté MVP, j'ai 2 candidats qui sont bien sérieux. Or, je vais les mettre en avant, mais c'est vous qui allez me mettre dans les commentaires lequel a été le boss de la journée. Le premier, c'est Kylian Tixeron. Vous savez ce qu'on dit des jeunes talents qui tremblent pas? Eh ben, c'est lui tout craché. Il a 22 ans.
Il va au Leinster, 3e ligne L avec l'ASM et là, il te met une prestation magistrale. Il a mis la barre ici. 17 plaquages, une domination en touche il est allé chipper des ballons. Il a mis l'alignement du Leinster en PLS. D'ailleurs, en interview d'après-match, il a une phrase qui pour moi résume tout. Ces matchs-là, contre des équipes comme le Leinster, c'est ce qui nous fait grandir. Il a été aussi ultra intéressant balle en main et pour moi, en fait, il reflète cet état d'esprit de l'ASM que Christophe Furios cherche à avoir. Et le second qui est en pole position pour être MVP pour moi, c'est le dynamiteur Pierre-Louis Barassi. C'est le mec qui était là en mode touche pas à mon ballon. Tu veux des stats? 2 essais, 2 passes décisives. Il a mis des percées assez violentes, tellement qu'on aurait dit qu'il y avait des fuites dans la défense anglaise. Et ça me fait plaisir pour lui parce qu'il a quand même pas mal enchaîné les blessures. Il a du mal à tenir sur le long terme, sur du très haut niveau parce qu'il se blesse régulièrement et c'est ce que Dupont dit. Et en interview, il lui dit ok, moi je lui souhaite en fait de continuer à faire des prestations comme ça. Et s'il continue à faire des prestations comme ça, est-ce que ça va pas titiller un petit peu les oreilles de Galtier parce qu'il a été vraiment énorme? Alors vous en pensez quoi? Vous êtes plutôt mur de briques à mettre des parpaings et aller contrer les ballons en touche ou plutôt jeu de main, jeu de Toulousain avec Barassi? Dans les tops de la journée, je suis obligé de mettre Castres qui s'est payé le Munster et tout le monde crie à l'exploit. Eh ben, je comprends pas trop. Moi, je dirais juste que c'est du Castres pur jus, solide, engagé, avec un finish comme ils savent le faire, avec du suspense. Parce qu'en soi, on parle de Castres, c'est une équipe qui est capable en top 14 dans notre championnat domestique de battre n'importe quelle équipe. Castres qui bat Toulouse, Castres qui bat l'UBB, mais ça choque personne. Et encore plus quand ils jouent à domicile à Pierre Fabre. Mais là, ils battent le Munster et tout le monde crie à l'exploit. Bah, je suis pas d'accord. Les Castrés, ils n'ont pas attendu longtemps pour montrer leurs intentions. À la 13e minute, t'as Abraham Papali qui déboule comme un tank pour inscrire le premier essai du match. Quelques minutes plus tard, c'est Quentin Walker qui joue les filous sur une pénalité pour aplatir à son tour. En 20 minutes, t'as Castres qui mène 10-0. Et là, comme souvent, c'est les petits détails qui vont gripper un petit peu la machine. Walker, il écope d'un carton jaune et le Munster inscrit un essai juste avant la pause. Castres se complique un peu la tâche en seconde mi-temps, ils prennent 2 cartons jaunes avec Palis et Corato et jouer en infériorité numérique en Champions Cup pendant 30 minutes, bah franchement, on dirait presque le Stade français. On va y arriver. Le Munster arrive à reprendre les commandes et là, tout le monde se dit ok, ça sent un peu le sapin pour Castres. Mais Castres, il a jamais rien, 73e minute, on a Louis Lebrun qui passe une pénalité 16-14. Si vous pensez que c'était terminé, c'est pas le cas. Dernière action, t'as Jacques Crollet qui tape une pénale touche et t'as Geoffroy Palis, tu sais pas comment, de façon acrobatique, bam, il travaille la balle sur le terrain. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à gagner le match, les Castrés. En réalité, cette victoire, elle relance totalement les Castrés dans la course à la qualification. Leur prochain défi, c'est les Bulls. L'équipe qui est un petit peu rugueuse. On va voir parce que Castres, ils sont pas marrants en ce moment. S'ils décident de jouer comme ça, honnêtement, en termes d'action, de volume de jeu, moi j'ai kiffé le match. Et dans un style un petit peu différent, mais avec autant de cartons, eh ben on va prendre la direction de l'Ulster. Avec l'UBB qui a fait exploser le compteur là-bas. Penaud, ça a été la dynamite bordelaise. C'est la grosse opération du week-end, c'est la victoire de l'UBB à l'Ulster. Gagner là-bas, c'est déjà pas forcément évident, mais prendre le bonus offensif, encore moins. Alors, est-ce que c'est véritablement un exploit quand on voit les performances de l'UBB depuis le début de la saison? Je suis pas sûr. Mais il faut quand même se rendre compte que l'UBB prend 3 cartons en première mi-temps. Ils sont menés à la pause 19-14. Gazotti pour anti-jeu, Jefferson Poirot pour un hors-jeu évitable et Moefana pour un plaquage dangereux. Et ça, c'est de l'indiscipline qui aurait pu coûter cher. Ils se retrouvent à 13 contre 15 en fin de première mi-temps quand même. Et au retour du vestiaire, le match, tu sens que Bordeaux commence à mettre sa patte sur le match, mais ce qui est impressionnant, c'est les 20 dernières minutes. En 20 minutes, ils te plantent 4 essais. La semaine dernière, en 5 minutes, ils te plantent 3 essais. Là, en 20 minutes, c'est 4 essais. Notamment avec Penaud qui s'offre un doublé somptueux. Et quelques chiffres pour illustrer cette démonstration. Tu as 12 franchissements pour l'UBB contre seulement 4 pour l'Ulster. Et l'UBB passe quand même 6 essais. Alors, c'est pas les 9 de Toulouse la semaine dernière, mais Toulouse, ils jouent à domicile. Après, leur défense, elle a été solide de chez solide. 91% de plaquage réussi. La Rochelle confirme après leur victoire à Basse, ils recevaient Bristol et ils leur plantent 5 essais pour une victoire 35-7. En réalité, le match, il n'a pas été aussi simple que ça. À la mi-temps, il y a 14-7, ce qui est pas énorme. Et surtout, le match est un peu brouillon. Alors, je veux pas savoir ce qui s'est dit dans les vestiaires, ce que les mecs, ils ont pris comme produit, etc. Mais quand ils sont revenus, c'était pas la même chose. Aldrit et Skelton, mais en mode machine de guerre surpuissant. Alors, Skelton, on est quand même un petit peu plus habitué. T'as l'impression, lui, quand il joue, de toute façon, que son niveau de jeu et son impact physique est toujours au-dessus. Mais pour Aldrit, qui, dans une interview, en plus, il y a pas longtemps, on disait quand même qu'il était conscient de son niveau, de pas être au top, etc. mais qu'il n'était pas inquiet. Et ben ça fait plaisir de le revoir comme ça, avec un tel niveau d'engagement et surtout d'avancer autant. Surtout avec le tournoi qui approche à grande vitesse, parce qu'on va pas se leurrer, le début du tournoi c'est dans 6 semaines déjà.
En fait, ça passe vite. Hein. Ils ont été extrêmement forts en touche et en mêlée. En fait, sur les fondamentaux, La Rochelle, là, c'est là où ils se rattrapent parce que dans le jeu, c'est pas forcément flamboyant. Mais en attendant, ils sont à 100% en mêlée, 100% en touche. En revanche, pour moi, le point négatif, c'est la défense. Tu vas me dire, ok, mais ils ont pris que 7 points. Il n'y a pas que ça. Sur 79 tentatives de plaquage, ils en manquent 26. C'est juste énorme. Ça veut dire qu'ils sont à 75% de réussite sur le plaquage. Tu oscilles plutôt entre 85 et 90 sur des matchs comme ça, sur des matchs de ce niveau-là. En tout cas, ça leur a pas porté préjudice et c'est 5 points qui sont plus à prendre. Toulouse se rendait à Sandy Park pour jouer Exeter, ceux qui ont été champions d'Europe, qui ont gagné la Champions Cup il y a quelques années. Alors, c'est pas la même équipe, ils se sont un petit peu fait piller, mais les Toulousains, ils ont livré une prestation de haute volée. Ils l'emportent 64-21 quand même. Ils mettent 64 points à l'extérieur avec 10 essais. On va pas revenir sur le match parce qu'honnêtement, t'avais l'impression d'être sur Canal+ un samedi soir. Et tu sens que Toulouse ne boxe pas dans la même catégorie que tout le monde. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est ce que le président de Montpellier, Mohamed Altrad, qui dit que c'est presque dérangeant en fait d'avoir cette surdomination de Toulouse, puisque à partir du moment où tu as une équipe qui surdomine un championnat comme ça, les débats sont faussés. Alors bien sûr, ils peuvent faire des faux pas, mais le truc c'est que là, ils arrivent à un tel niveau d'exigence, enfin un tel niveau de compétition, Toulouse, de compétitivité, que tout ce qu'ils font, ils le maîtrisent et ils le réussissent. Et quelqu'un qui entraîne comme ça, est-ce que ça serait pas le successeur à la tête de l'équipe de France? Parce que ce qu'il a réussi à faire, Hugo Mola, c'est juste exceptionnel. Et Hugo Mola, toujours très humble, qui dit après le match, parce qu'ils abordent les matchs avec beaucoup de sérieux aussi, c'est ce qu'il faut se dire, hein, ils n'arrivent pas avec le melon Toulouse à chaque fois. Ce qui compte, c'est pas d'être champion en décembre, mais de continuer à progresser. Et ben après cette victoire, Toulouse est toujours en tête de la poule à égalité avec l'UBB, et ils sont candidats à leur propre succession. Et maintenant, on va passer au flop. Le premier des flops, et pas des moindres, c'est le Stade Français. Très bonne entame de match, tout le monde se dit ça va le faire. Après avoir sacrifié leur première journée où ils avaient quand même un petit peu fait tourner, on va pas se leurrer, on se dit ils ont eu raison, ils sont en train de mener 10-0 assez rapidement. En fait, ils ont sacrifié leur première journée, mais ça va le faire. Mais voilà, à la 22e minute, il y a tout qui bascule. Sekou Makalou prend un carton rouge pour un geste incompréhensible. On va y revenir, mais pour moi, ce carton rouge, il coûte très cher dans la saison et c'est le début pour moi du naufrage du Stade Français en Champions Cup. À ce carton rouge, tu ajoutes 2 cartons jaunes. Ça veut dire qu'ils ont joué 20 minutes à 15, 40 minutes à 14 et 20 minutes à 13. Forcément, c'est dur de tenir dans ces conditions. Et pourtant, ils jouent contre le 10e de première chip. Hein. Attention, Saracens, c'est pas la meilleure équipe. Et pourtant, sur la possession, la conquête, le nombre de passes, ils font jeu égal. Mais sur les cartons, c'est une autre histoire. Et à la 70e minute, pour moi, il y a une lueur d'espoir. C'est-à-dire que le match n'est pas terminé. Il y a Izzy Ekwe, le seconde ligne anglais, qui prend une commotion cérébrale. Le pauvre, d'ailleurs, ça fait encore flipper les images comme ça. Et qui sort. Moi, je regarde et il y a un joueur qui, pour moi, a été au-dessus. C'est quand même Léo Barré. Il prend la parole pour cadrer tout le monde, pour essayer de motiver, de dire, on est à une longueur là. Si on marque un essai, on gagne ce match, on peut se qualifier et tout. Et tu sens que il est là en train de motiver tout le monde et il réalise une prestation qui est exceptionnelle. Léo Barré, il a un nombre de franchissements. Dès qu'il touche un ballon, il se passe quelque chose. Ça lui a fait énormément de bien ces 2 matchs en équipe de France. Mais voilà, il y a le 18 du Stade Français qui prend 2 pénalités d'affilée, un carton jaune et c'est fini. Et pourtant, ils ont tout pour réussir ce Stade Français. Ils ont les hommes, ils ont le staff, ils ont le stade. Pourtant, ça coince. Alors, on a Karim Ghezal qui a été remercié et on peut dire ce qu'on veut. Je ne sais pas comment ça se passe humainement dans le vestiaire au Stade Français, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'avec Karim Ghezal, ils sont en demi-finale du top 14 de l'année dernière, qu'ils ne se qualifient pas en finale juste sur une pénalité. Là, il est remercié, mais ils sont 12e du top 14 et 0 points en Champions Cup. À mon avis, ils vont devoir remonter la barre très vite parce qu'ils jouent l'USAP et s'ils perdent contre l'USAP en top 14, ça va pas être marrant. Le second des flops, c'est l'ASM. Bah ouais, faut le dire. Désolé Christophe. Ils font un gros match, mais une mauvaise opération. Ils se déplaçaient au Leinster et tu sais qu'au Leinster, tu peux repartir avec la valise bien chargée. Mais la Yellow Army ne s'est pas fait punir, bien au contraire. Ils perdent 15-7, mais par contre, ils ne ramènent aucun point. Et c'est pour ça qu'ils sont dans les flops, parce qu'ils ramènent pas de points et ils ramènent 2 blessés. Ils ont tenu tête aux vice-champions d'Europe à multiples reprises. Et comme si le Leinster n'était pas assez costaud avec son armada d'internationaux, ils ont fait rentrer pour moi le meilleur 12 du monde, à savoir Jordi Barrett. Et malgré ça, Clermont a su rivaliser. Ils les ont mais fracassés en touche. Sur 16 lancés, ils ont quand même perturbé l'alignement du Leinster en leur retirant 7 ballons, qui est assez énorme parce que le Leinster, on sait que s'ils arrivent à se structurer sur des ballons portés, c'est comme les Irlandais, ils sont capables de te mettre des cocottes et de te mâcher. Et c'est ça qui est dur, c'est-à-dire que malgré une grosse performance, ils ouvrent le score et ensuite il n'y a que 3-0 en deuxième mi-temps. Ils ont ouvert le score, l'ASM, mais ils ne ramènent aucun point. Et ça, c'est dur. Alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'on va avoir le droit maintenant au retour d'un
un ASM qui va dominer un petit peu en Europe ou est-ce que c'est le début du déclin du Leinster? Pourquoi est-ce que je parle de déclin du Leinster? Parce que c'est une province qui quand même a vachement dominé les débats ces dernières années, mais ils ont 3 défaites en finale de Champions Cup sur les 3 dernières années. Et ça, mentalement, pour franchir le cap, pour t'y remettre, je pense que c'est pas évident. Tu perds une fois, tu perds 2 fois, tu te transformes en ASM. Du côté de Clermont, Christophe Furios résume assez bien la situation. On savait où on mettait les pieds, on connaissait la valeur de cette équipe du Leinster. Avant le match, on se demandait si on allait rivaliser. Encore une fois, on a montré du caractère. Et c'est là toute la frustration. Un gros match, mais une très mauvaise opération. 2 blessés en 20 minutes avec leur centre Fouissac et Moala. Ça va piquer. La semaine dernière, je me posais la question sur le jeu du Racing. Est-ce qu'ils avaient enfin réussi à lancer leur saison? Et est-ce qu'ils avaient réussi à fluidifier un peu le jeu? Bah en fait, pas du tout. Ils ont eu une belle victoire 23-12 contre les Harlequins la semaine dernière. Et là, ils ont totalement coulé à Sale. Pourtant, le début de match n'était pas si mauvais. Ils ont été solides en touche et disciplinés. Et Cameron Wiki, qui a été capitaine pour la première fois, il a montré du leadership. Mais ça n'a pas suffi. Et surtout, là où contre les Harlequins, la semaine dernière, ils arrivaient à sortir du frontal, à alterner ce jeu déployé et jeu pénétrant, bah là, ils n'ont pas du tout réussi à mettre à mal la défense de Sale. Et ça, c'est un souci. Et la première mi-temps, ça se tient encore, il y a 12-7. Mais la deuxième mi-temps, c'est un naufrage. Le Racing s'est effondré. Mauvais choix stratégique, manque d'efficacité. Et pour couronner le tout, un carton jaune sur Bodon. Sale en profite pour enfoncer le clou, 2 essais supplémentaires, dont celui du bonus marqué par Ben Curry. Et ça, c'est une prestation qui est plutôt inquiétante pour le Racing parce qu'ils vont devoir quand même jouer contre Glasgow. Et leur dernier, je crois que c'est un déplacement aux Stormers. Et pour rester dans la course, ça va être chaud. Et ça, c'est dur parce que quand tu connais les ambitions du Racing, bah en fait, cette défaite, elle les met à mal. Pour moi, il y a 2 joueurs qui méritent des cartons ce week-end. Bah, ils les ont pris. Le premier, c'est Sekou Makalou qui a décidé de prendre des vacances avant tout le monde. On est à la 22e minute du match entre le Stade Français et les Saracens et tout allait bien. Les Parisiens mènent 10-0, maîtrisent leur sujet et on se dit ok, ça va passer. Jusqu'à cette mêlée fatidique. Sekou Makalou sort un geste incompréhensible. Il met un croche-pied au 9 anglais. Le joueur est à terre, à 4 appuis au sol. Et là, Sekou décide de lui mettre une planche. Alors, c'est une planche qui est parfaite si le joueur est debout. Mais là, du coup, il lui met dans la gorge. Attention, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Ça fait toujours quand même plaisir de sécher un anglais. Mais pas de cette façon. Alors je sais pas ce qui a poussé Sekou Makalou à craquer comme ça. Est-ce qu'il y a un historique entre les 2 joueurs? Est-ce que le 9 anglais l'a titillé un petit peu trop? Mais quoi qu'il en soit, t'as pas le droit Sekou, t'as pas le droit. Tu représentes l'équipe de France, t'es un leader dans ton club, t'es un cadre, tu le sais, tu sais tenir tes nerfs. Et ce geste, il sort pas de nulle part. Il y a quand même un problème avec cette équipe du Stade Français. C'était une des meilleures défenses la saison dernière. Et les mecs, ils ont pas changé. L'entraîneur de la défense, c'est toujours le même. Et aujourd'hui, ils prennent 3 cartons rouges en 2 matchs. 3, mais c'est juste dingue. Surtout que juste avant le match, quand même, tu as Paul Gabriac qui dit bah non, la défense, on la travaille pas plus que d'habitude. De toute façon, on a un arbitre qui intervient au club. Même Morgan Parra, l'entraîneur, il est dépité. Parce que ces gestes d'humeur, en fait, ça leur coûte les matchs au Stade Français. Le deuxième carton pour moi, il est pour Baptiste Serin. On est à la 23e minute du match entre Toulon et Glasgow. Toulon roule sur Glasgow, mais franchement, tu te dis, ça va dérouler. Ils mènent 7-0, il y a une entame qui est parfaite. Mais voilà, les Écossais, ils ont une mêlée qui est à 5 mètres de leur ligne d'en but. Ils décident de jouer à la main ou tu déplaces le ballon à la main. Si ça vient fermer, tu pousses au pied. Et ben, ils gagnent du terrain à la main et puis à la fin, ils poussent au pied. Et là, tu as un ballon du coup qui est en train de rouler vers l'embut de Toulon, à 10 mètres de l'embut de Toulon, Serin qui se couche dessus. Il se fait contester le ballon parce qu'il est sous pression, tu prends une pénalité, ça peut arriver. Mais là, Serin se relève au calme et il empêche le 9 écossais de jouer. Mais sous les yeux de l'arbitre, en passant comme ça, en le gênant. Il prend carton jaune, touche, ballon porté écroulé, un deuxième carton rouge et là Toulon se retrouve à 13 avec un essai de pénalité. Et ce genre de séquence, c'est exactement ce qu'il faut éviter si tu veux être compétitif en Champions Cup. Et là, juste cette action, tu aurais pu prendre 7 points, mais tu aurais pu rester à 15. Là, l'action de Serin engendre le ballon porté et l'autre carton jaune avec l'essai de pénalité où tu te retrouves à moins 7 points et à 13. C'est pas gérable. Et maintenant, on passe à la question du jour. Les performances des clubs français en Champions Cup sont-elles un indicateur fiable pour le tournoi Destination 2025? Alors soyons clairs, sur les 2 premières journées de Champions Cup, les clubs français brillent et ça fait zizir. La Rochelle en mode rouleau compresseur comme Toulouse, l'UBB qui brille aussi et Castres qui fâche un peu le Munster. Est-ce que ça veut dire qu'on va cartonner au prochain tournoi Destination? Ben pas forcément en fait. Alors par contre c'est encourageant parce que déjà les joueurs français
ils sont en forme, ça on peut le dire. On a vu Aldrit qui revenait à son meilleur niveau avec La Rochelle, Penaud, LBB qui marche sur l'eau avec l'UBB, et puis les Toulousains, on n'en parle pas non plus. La Champions Cup, elle prépare bien à l'intensité internationale, ok, c'est un fait. Tu accumules aussi de la confiance, parce qu'il ne faut pas oublier que là, pendant le tournoi de destination, on va avoir 3 déplacements à l'extérieur, et donc du coup, quand tu as même des équipes comme Clermont qui vont faire des grosses prestations au Leinster, ou alors quand tu viens de battre le Munster, ou quand tu vas aller gagner à l'Ulster, tu prépares aussi ça en termes de confiance, tu as des victoires en terre hostile, à l'extérieur. Mais attention, il y a des limites, parce que là, c'est le début de la Champions Cup, mais il va y avoir là le top 14, et puis derrière les 2 autres journées de Champions Cup, forcément, il va y avoir de la fatigue accumulée. Et on en revient toujours au même problème, c'est le temps de jeu des internationaux français. Dans quel état, dans 6 semaines, ils vont arriver pour jouer le tournoi destination? Parce que c'est ça la réalité. Parce que les joueurs français jouent beaucoup plus que les autres. Ensuite, c'est la gestion. Il me semble quand même que les provinces en Irlande arrivent beaucoup mieux à gérer le temps de jeu de leurs internationaux, mais aussi parce qu'ils ont moins de matchs qu'en France. En France, tu te rends compte quand même qu'il y a Toulouse qui est capable en fait de gérer son temps de jeu des internationaux, de leur donner des vacances, etc. Mais les autres clubs, ils peuvent pas. Les autres clubs, en fait, ils ont le couteau sous la gorge tous les week-ends pour pouvoir jouer la qualif. Les entraîneurs, ils jouent leur tête. Hugo Mola, il s'en fout, lui. Il est double champion de France, double champion d'Europe. Il gagne tout. Il a une équipe, il sort ses cadres. T'as d'autres cadres à la place. Mais du coup, quand tu vas arriver sur ce tournoi destination, la pression, elle est beaucoup plus importante quand même en équipe de France et les matchs plus rapprochés. Et c'est là où ça va être plus compliqué. C'est que tu peux briller avec ton club et pas avec ton équipe nationale. Et vous en pensez quoi? Est-ce que vous pensez que les victoires en Champions Cup peuvent être un indicateur sur la performance du tournoi destination? Moi, je pense qu'il y a forcément c'est forcément un indicateur de santé, c'est-à-dire que si tes clubs ils se font mâcher en Champions Cup, bah ouais, tu seras peut-être pas compétitif sur le tournoi destination. Mais je vous laisse le débat. Écoute, j'espère que ce format il t'a plu. Dis-le moi, n'hésite pas à me faire des retours. J'essaye de trouver la bonne manière de fonctionner. Et puis, on se revoit bientôt. Topette l'ami.